21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver pour une autre production. Super production, je veux dire, de votre programme d'entretien exclusif sur Info TV. Je parle d'À vous la parole. Et ce soir, nous avons l'honneur, le prestige d'avoir un acteur politique de premier plan avec lequel, justement, on va s'appesantir sur l'actualité du moment au Cameroun. Je parle là de cette présidentielle prévue dimanche 12 octobre 2025. Avec notre invité, on va véritablement reparcourir les dernières actualités, la dynamique de sa formation politique, revenir sur les questions d'actualité, mais surtout sur le projet qui véritablement met en avant, ou alors le projet qui met en avant son candidat. Mesdames, messieurs, pour ne pas faire durer le suspense, je m'en vais tout de suite dire bonsoir et bienvenue au sénateur Pierre Flambeau Ngayap. Il est le secrétaire général de l'UNDP, mais pour la circonstance, c'est le mandataire du candidat Bello Bouba Maïgari. Monsieur le sénateur, bonsoir. Oui, bonsoir et merci de m'inviter sur votre plateau. Merci à vous d'être présent. Alors, de façon simple, on va vous demander comment vous allez. On sait justement que la campagne éprouve. Comment se porte le sénateur Pierre Flambeau Ngayap? Demandez-moi plutôt comment se porte mon candidat. C'est lui qui va être élu dimanche. Mon état personnel est secondaire aujourd'hui. Alors, merci de braquer les projecteurs sur votre candidat. Comment se porte donc le candidat Bello Bouba Maïgari, que l'on a vu ici et là, notamment du côté de Marois, avec justement le dynamisme qui est le sien? Le candidat Bello Bouba Maïgari est le candidat qui a le plus parcouru le Cameroun au cours de ces 2 derniers mois. Nous savons que la campagne officielle n'a commencé que le 27 septembre, mais le candidat Bello est sur le terrain de la campagne électorale depuis 2 mois, depuis le début du mois d'août. Il a fait le tour des 10 régions et pratiquement d'une trentaine de départements. Je ne pense pas que beaucoup de candidats aient ce bilan en termes de parcours de campagne électorale. Tout à fait. Et cela montre son dynamisme d'abord. Ensuite, pour répondre à votre question, son état de santé physique. Oui. On ne parcourt pas l'ensemble du pays. C'est important d'être en forme. 10 régions, 30 départements, si on n'est pas en forme. Et il a terminé en excellente forme aujourd'hui à Marois, puis à Garoua, le même jour. Ce ne sont pas 2 villes qui sont voisines de 15 km. Hein. Alors, pour vous taquiner un peu, certains s'interrogent sur cette arrivée, tout juste après le candidat du parti au pouvoir. Est-il sur les traces de celui-là, ou alors il voulait démontrer de façon assez efficiente que lui aussi peut faire foule du côté de Marois? Notre programme est connu depuis plusieurs semaines. Oui. Le programme qui a été rendu public, et vous, de la presse, vous avez une copie de ce programme depuis plusieurs semaines. Tout à fait. Prévoyez que le candidat Bello serait à Marois dimanche dernier. Tout avait été préparé pour cela. Les autorités administratives qui doivent être informées étaient informées de ce programme. Mais pour des raisons que le commun des Camerounais comprend difficilement, son meeting a été la veille annulé par l'autorité administrative parce qu'un autre candidat avait choisi de venir dans la ville à la même période. Je ne sais pas si, dans un pays normal, les candidats à la même élection ont des traitements différents de la part de l'administration. Donc, le candidat Bello n'est pas derrière un candidat quelconque. Son programme était connu longtemps à l'avance. Il était en avance par rapport aux autres candidats. Merci, monsieur le sénateur. Je précise pour ceux qui nous regardent que ce soir, nous allons évoquer l'UNDP à la conquête de la victoire. Ce sera notre fil d'Ariane qui va justement meubler le contenu de nos échanges de ce soir. Monsieur le sénateur, on reste sur des questions qui peuvent sembler périphériques. Le candidat Bello Bouba Maïgari n'est pas seul dans cette aventure vers Etoudi, on vous le souhaite. Il est accompagné d'une dynamique qui l'encadre et même il a été rejoint
rejoint par des alliés qui eux-mêmes sont des candidats, qui étaient des candidats pour l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut savoir comment se sont agreffés, ou alors comment se sont greffés ces candidats-là? Quels sont les instruments que le candidat Bello a utilisés pour les convaincre? Et sur le point idéologique, sur quoi est-ce qu'ils se retrouvent pour porter ensemble justement la dynamique qui accompagne le candidat Bello? Lorsque le président Bello s'est rendu compte, après la publication des listes des candidats par le Conseil électoral de l'ECAM, puis sa validation par le Conseil constitutionnel, que 12 candidats étaient en lice, il a tout de suite pris acte qu'il y avait un nombre important de candidats qui, si leur voix était dispersée dans ce scrutin, ne pouvaient pas remporter la victoire. Oui. C'est pour cela que, dès le lendemain de la confirmation de la liste des 12 candidats, le candidat Bello a choisi d'entrer en contact personnellement et directement avec les 10 autres candidats qui veulent le changement. Il les a pratiquement presque tous rencontrés, certains à plusieurs reprises, et y compris des candidats qui ont été recalés par le Conseil constitutionnel. Oui, Maurice Kamto, on l'a vu. Tout à fait. Il l'a rencontré à plusieurs reprises également, parce qu'il reste une figure importante de la scène politique et que sa voix compte. Il a rencontré d'autres candidats qui ont été recalés, notamment l'UPC, pour veiller à ce qu'il y ait une grande coalition pour conduire à la victoire, pour changer le système actuel. Donc, il a travaillé sur ce dossier pendant plusieurs semaines. Oui. Et d'autres candidats, certains candidats, qui eux-mêmes avaient la même dynamique, la même démarche, ont compris que c'était cela la bonne voie. C'est ainsi que le bâtonnier Akerimuna, qu'on ne présente pas dans ce pays. Tout à fait. C'est ainsi que le candidat Ateki Paxton, je ne dirais pas qu'on ne présente pas, mais que toute la jeunesse connaît, oui, ont eu la même analyse et ont dit, si nous allons tous ensemble, nous allons tous perdre. Cette démarche a séduit ces candidats qui, compte tenu de leur stature personnelle, comme je viens de le rappeler, ont regardé le paysage des 12 candidats et en toute intelligence, en toute froideur, ils ont pensé que le candidat Bello était le meilleur d'entre eux. Vous imaginez bien qu'à ce niveau de la réflexion, oui, quelqu'un qui pendant des années a préparé sa candidature, a pensé qu'il avait la capacité et la stature d'être président de la République, lorsque la campagne s'ouvre, ou la pré-campagne s'ouvre, et qu'il décide librement, avec le soutien de ses partis, de ses partisans, de se rallier à un autre candidat, c'est une décision déchirante, à la fois pour les candidats concernés et pour leur soutien. Alors, à ce niveau, on ne va pas le demander, ou alors se poser la question de savoir si le candidat Bello a une baguette magique, mais quels sont les ingrédients qu'il a mis en avant, justement, pour convaincre ceux-là, vous le dites si bien, qui ont préparé cette candidature, leur candidature, pendant 7 ans, et peut-être même plus pour certains, à abandonner leurs ambitions personnelles pour se greffer au projet qui est le sien. Comment est-ce qu'il les a convaincus? Le langage du candidat Bello était simple. C'est celui que je viens de vous rappeler. Si nous allons tous ensemble, nous perdons tous. Mais on peut aussi perdre, on peut aussi aller ensemble autour de Akerimuna. Attendez. Ce langage minimal est un langage clair que chaque Camerounais peut comprendre. Si on va tous ensemble, on perd tous. Ce seul langage permet à chacun de se dire, maintenant regardons-nous tous, nous les 11. Ce n'est plus Bello qui parle à ce moment. Chacun des 11 se regarde autour de lui, regarde les 10 autres candidats et se dit qui parmi nous peut mieux
battre le président sortant. C'est chacun qui décide à ce moment-là en son âme et conscience. Oui. Ce n'est plus Bello qui parle. Il a posé le problème et chacun répond. Aujourd'hui, à 48 heures du scrutin, chacun a répondu. Chacun a répondu. Et le seul candidat qui a pu agréger autour de sa candidature d'autres candidats et d'autres forces politiques importantes, c'est Bello. Merci, monsieur le sénateur. Je précise pour ceux qui nous regardent que justement la problématique, c'est l'UNDP à la conquête du pouvoir. Donc, on va faire attention avec les mots. Alors, on a évoqué justement ces candidatures-là qui ont été abandonnées, ces ambitions personnelles laissées de côté pour accompagner la dynamique que porte le candidat Bello. Mais toutes les dynamiques ou alors toutes les candidatures n'ont pas été abandonnées. Il y a une qui continue et qui fait l'objet de beaucoup d'interrogations. Il y a justement cette optique d'une coalition. C'est vrai que vous êtes déjà accompagné, mais autour de notre candidat qui est Issa Chiroma Bakary, le candidat du FSNC, à un niveau, vous l'avez dit, à moins 48 heures de la présidentielle, beaucoup fantasment encore sur l'hypothèse d'une coalition entre Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari. Qu'en est-il du côté de l'UNDP? Le candidat Bello a une démarche constante qu'il a entamé au lendemain de la publication de la confirmation de la liste des candidats. Oui. Tendre la main tous les jours, non seulement aux 10 autres candidats, mais aux autres forces politiques qui ne sont pas engagées dans cette élection. Il a déclaré qu'il tendra sa main jusqu'à la veille du scrutin et continue à le faire. Il appartient à ceux qui voient la main tendue de la prendre. Ce message pourrait s'adresser aussi à Issa Chiroma Bakary. Pour l'instant, je suis le porte-parole du candidat Bello. Oui. Je ne suis pas le porte-parole d'un autre candidat. Merci Pierre Flambeau Ngaya pour la précision. Vous êtes connu pour être le porte-parole justement du candidat Bello Bouba Maïgari. Alors, revenons un peu plus en arrière, puisque vous avez longtemps aussi accompagné la majorité présidentielle. Vous êtes sorti de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, le candidat Bello se déploie de façon efficace sur le terrain. Nos différentes équipes ont pu le constater. Mais quelle est votre position aujourd'hui face à vos anciens alliés du RDPC, par exemple? Vous oubliez le passé, vous êtes focus sur la présidentielle, oui alors, comme certains langues chagrinent ou semblent le susurrer, vous seriez encore en train de lorgner du côté de la maison RDPC tout en étant dans votre aventure personnelle. Il faut que les choses soient claires. Précisez-les. Le candidat Bello s'est lancé dans cette campagne pour gagner l'élection. Et il n'a pas un autre calcul dans la tête. Il ne se pose pas la question de savoir si d'autres, après l'élection, auront telle ou telle démarche. Sa démarche personnelle, c'est que le lendemain de la victoire de l'élection, il tendra la main à toutes les forces politiques qui veulent travailler avec lui. Voilà l'état d'esprit du candidat Bello aujourd'hui. Il n'a pas une autre stratégie pour l'avenir. Il pense qu'il va gagner l'élection et tendra la main à ceux qui veulent construire le Cameroun avec lui. Alors, il ne regardera plus, ou il ne regarde pas dans sa course vers Etudji, vers ses anciens alliés. Il a tourné la page de son passé ministériel. Vous ne me suivez peut-être pas. Je vous ai suivi. Quand il aura gagné, il tendra la main à toutes les forces politiques. Oui. À toutes les forces politiques. Ça veut dire qu'il est prêt, justement, à travailler, même avec ceux d'hier, le RDPC en l'occurrence, lorsqu'il sera au pouvoir. Il tendra la main à toutes les forces politiques. Merci. On va toujours justement dans les éléments de langage que vos adversaires mettent en avant, s'apesantir pour clore le débat véritablement sur cette proximité que vous régnez sur ce plateau, sur
On parle de logistique, on parle de véhicules utilisés par le candidat Belou Maïgari pour son déploiement. On parle à l'interne même de certains ministres qui n'ont pas démissionné, alors que le candidat Bello, lui, il est sorti du gouvernement et qu'il a même été remplacé. Que répondez-vous à cela? Ceux-là qui pensent que Bello Bouba aurait dû être accompagné par tout l'establishment de l'UNDP qui est justement au gouvernement dans sa sortie, dans sa démission, pour montrer et marquer au fer rouge le fait qu'il est rompu avec ses anciens alliés d'hier. Nous sommes à 48 heures de l'élection. Les débats que la presse, une certaine opinion, les réseaux sociaux ont développé pendant plusieurs semaines, oui, sont aujourd'hui derrière nous. Lorsque nous pensions que c'était des questions légitimes, nous y avons apporté les réponses appropriées, oui, complètes, claires. Il vous suffit d'ouvrir les archives récentes des différents médias qui ont posé ces questions abondamment et d'écouter les réponses qui ont été apportées à ces questions suffisamment. Je n'entends pas ce soir revenir sur ce débat parce que le candidat Bello est focus sur l'élection de dimanche. oui. Il est focus sur l'élection de dimanche, mais avec des points d'interrogation qui, justement, c'est vous qui mettez en avant le timing, 48 heures, qui pourrait être encore susceptible de créer la confusion dans l'électorat qui est visé par le candidat. Vous refusez d'écouter les réponses que je vous donne et vous savez pourquoi vous les refusez. Cette question que vous posez a été posée 1000 fois par vous-même à d'autres et vos confrères. Et le candidat lui-même, les collaborateurs du candidat, les communicants du candidat ont abondamment répondu à cette question il y a plusieurs semaines. Je n'entends pas revenir sur cette question aujourd'hui, au moment où les Camerounais veulent savoir comment ils vont être gouvernés demain, comment leurs problèmes vont être résolus demain. Merci, Monsieur le sénateur Pierre Flambeau-Ngaya, pour ces éclaircissements. On va donc justement parler de ce qui vous intéresse, vous, le projet de société qui est présenté par le candidat Bello Bouba Maïgari. Alors, comment se définit-il? Quels sont ses référents et ses principaux points d'ancrage? Quelles sont les orientations qui mettent en avant, ou alors qui sont mises en avant par la dynamique qui accompagne le candidat Bello Bouba Maïgari? Vous aurez remarqué que le programme du candidat Bello a un titre, je peux utiliser un terme savant, qui est iconoclaste. Oui. C'est-à-dire que personne n'a copié jusqu'à présent, que personne n'a utilisé jusqu'à présent. C'est le programme de transformation du Cameroun. Ce n'est ni un programme de changement, ni un programme de redressement, mais un programme de transformation du Cameroun. Déjà, que signifie transformer un pays? Changer un pays, c'est passer d'un système à un autre. Oui. Redresser un pays, c'est relever quelque chose qui est tombé. Le président Bello souhaite transformer le Cameroun pour porter le Cameroun à un niveau élevé de démocratie et de développement. Et pour cela, il a conçu et développé un programme que certains intellectuels feignent de n'avoir pas lu. J'entends certains dire que le candidat Bello a publié un manifeste qui n'est pas assez détaillé. Ce sont des intellectuels relativement paresseux qui ne veulent pas faire de recherches pour savoir quel est le vrai programme du candidat Bello. Un programme dense, unique, qui a le mérite. Pas assez mis en avant. Si se déclare intellectuel, économiste, je pense que... Est-ce que le programme du candidat Bello s'adresse aux intellectuels? Je crois qu'il est pour les justement, j'ai rappelé simplement que certains intellectuels déclarent qu'il n'a pas un programme assez développé, mais le public sait très bien ce que veut faire le candidat Bello lorsqu'il sera élu. Toutes nos professions de foi, tous les bulletins de campagne
du candidat Bello porte au verso un résumé de son programme. C'est le seul candidat qui, lorsqu'il distribue des bulletins de campagne Oui. dans la rue, dans les maisons, dans les administrations, celui qui prend le bulletin lit tout de suite au verso le résumé de son programme. Vous êtes dans l'actualité, vous suivez l'actualité, vous ne pouvez pas voir un autre candidat qui, dans ses bulletins de campagne, sur ses bulletins de campagne, indique ce qu'il compte faire. Ils distribuent simplement leurs photos. C'est dire la volonté du candidat Bello de dire tout de suite à tout le monde ce qu'il compte faire, et dans un langage simple, parce que sur un format petit comme le bureau de vote, on ne peut mettre que l'essentiel. Derrière ce programme court, destiné aux 8 millions d'électeurs, il y a un programme plus élaboré, accessible également au grand public, mais celui-là, il est partout. Il est en ligne. Il suffit de taper sur les plateformes où le message du candidat Bello s'affiche pour connaître son programme. Et là, ceux qui souhaitent aller un peu plus en profondeur ont le contenu développé de son programme. Je ne sais pas si, par quel bout vous souhaitez qu'on commence. Alors, commençons par des choses simples qui, justement, intéressent l'électorat, qu'on sait à grande majorité jeune. Quelle est la réponse, justement, à la crise d'emploi en milieu jeune? Les questions de chômage interpellent vos électeurs jeunes. Quelle est la réponse du candidat Bello Maïgari, justement, lorsque l'on sait que plus de la moitié des jeunes diplômés au Cameroun peuvent être sujets, justement, à cette problématique du manque, du déficit d'emploi? Je réponds volontiers à cette question des jeunes parce qu'elle est centrale. Mais je souhaiterais que juste après celle-là, qu'on mette l'accent sur les premières mesures prioritaires que le candidat prendra lorsqu'il sera au palais de la présidence. Nous sommes d'accord. Bien. Donc, sur la question des jeunes, le programme du candidat Bello est clair à ce sujet. Il y a 2 axes stratégiques pour remonter, créer les emplois pour les jeunes. D'abord, son engagement quantitatif, c'est créer au cours de son mandat 5 millions d'emplois pour les jeunes. Ne me demandez pas comment il va faire. Hein. Non, justement, c'est la question que n'importe quel jeune qui nous regarde va se poser. Comment est-ce que le candidat Bello crée 5 millions d'emplois dans la sphère, ou alors dans le microcosme économique qui est le nôtre Cameroun, que l'on connaît, où il n'y a pas justement de capitaux, où il n'y a pas assez de ressources? Comment lui il fait pour réussir là où les autres évoquent les 50 000, 10 000 emplois? Je vous suggérerais de ne pas poser la question de comment on fait, parce que cette question doit venir lorsque j'aurai présenté les principaux axes stratégiques de son programme. Allons-y. Bien. Pour les jeunes, je disais qu'il y a 2 points essentiels. C'est quantitativement 5 millions d'emplois à créer, stratégiquement, la niche principale de création d'emplois, c'est dans le numérique. Tous les jeunes, aujourd'hui, sont férus, passionnés du numérique. Tout à fait. Il faut mettre en place des infrastructures qui leur permettent de créer, d'améliorer, d'innover, de faire valoir le progrès technique dans ce domaine. Et sous ce rapport, l'engagement du candidat Bello, c'est de faire de la région du Sud-Ouest et de Buea en particulier le Mountain Valley of Cameroon. L'exemple du Silicon Valley. L'exemple du Silicon Valley, qui est le lieu qui a vu éclore la nouvelle économie américaine. Tout à fait. Tous les milliardaires américains sont passés par la Silicon Valley. Il est important qu'aujourd'hui, ce retard soit rattrapé par les jeunes, parce que c'est eux qui ont l'intelligence, la spontanéité, l'innovation pour créer dans le numérique. Dans ce secteur, on peut créer des centaines de milliers d'emplois, avec toutes les ramifications possibles de ce secteur. Tout de suite, pour ne pas donner l'impression qu'on fait des promesses sans base quantitative, le programme du candidat Bello a le mérite d'être chiffré chapitre par chapitre.
C'est lui qui a annoncé, lors de sa première conférence de presse il y a 2 mois, le chiffre de 60 000 milliards nécessaires pendant son mandat pour transformer le Cameroun. C'est un chiffre qui a fait bondir. Ben, ça fait bondir parce que quand on ne voit que le chiffre, on est obligé de bondir. Mais quand on va en dessous des chiffres, on comprend que sur le court terme, on doit investir sur environ 12 mois, il faut investir environ 10 000 milliards de francs, sur le moyen terme 45 000 milliards et sur le long terme 5 000 milliards. Et d'où viennent ces 60 000 milliards? C'est la question qui me brûle les lèvres. Ils viennent d'abord d'un certain nombre de prérequis qu'il faut expliquer. Oui. Sans abrutir vos téléspectateurs par des données très techniques. Il faut savoir qu'il faut investir massivement dans le secteur primaire, l'agriculture, le secteur secondaire, faire du Cameroun un véritable pays industrialisé, et dans le secteur tertiaire, je parlais du numérique tout à l'heure, mais ce n'est pas uniquement le numérique qui est dans le secteur tertiaire. Dans ces domaines... À ce niveau, monsieur le sénateur, la question, prenons le référent du très court terme. Vous avez évoqué en 12 mois, 12 000 milliards. Comment est-ce qu'on fait pour trouver 12 000 milliards en 12 mois, donc 1 an, lorsque l'on sait que le budget du Cameroun, dans sa globalité, et bon, on tourne autour de 7 000 milliards à ce qui est évoqué. Comment est-ce que vous arrivez à trouver 12 000 milliards en 1 an, alors que l'on sait que pour mettre justement une politique sur pied, il faut quand même un certain délai qui va à 2-3 ans pour avoir les premiers résultats? Il suffit de mettre nos ingénieurs, nos technocrates, nos spécialistes au travail. Vous savez que il y a un pays qu'on compare très souvent au Cameroun, dans tous les domaines, et qui, pendant longtemps, était réellement équivalent au Cameroun en termes de stature de développement, mais qui, depuis un certain temps, nous a abandonnés derrière. Vous voyez de quel pays il s'agit? Moi, je veux vous le dire, c'est vous qui posez les questions, c'est pas moi. La Côte d'Ivoire. Oui, j'y pensais. Vous savez que la Côte d'Ivoire sort d'une période de 10 ans de guerre. Oui. Qui aurait dû mettre à terre son économie, qui a mis à terre une partie de son économie. Sortie de cette période de guerre, la Côte d'Ivoire a rebondi avec des taux de croissance supérieurs à 8%, oui, pendant une dizaine d'années. Comment pensez-vous que le Cameroun n'est pas capable de se redresser de la manière dont la Côte d'Ivoire s'est redressée, alors que le Cameroun n'a pas connu la guerre qui a décimé son économie? À ce niveau, monsieur le sénateur, les Camerounais, peut-être chagrins, s'arrêtent souvent et s'interrogent. Est-ce que l'exemple ivoirien peut véritablement être un référent? Lorsque l'on sait parfois que ces taux de croissance évoqués peuvent souvent être artificiels, sans réel impact dans la vie des ménagères et des Ivoiriens, et que par devers cette croissance affichée, il y a une dette qui est quasiment abyssale. Est-ce que l'exemple ivoirien, avec cette croissance artificielle et cette dette abyssale, peut être copié pour peut-être soigner le grand malade Cameroun en 12 mois, comme vous le préconisez? Je pense que là, vous spéculez sur un sujet que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'examiner en profondeur. La croissance de la Côte d'Ivoire au cours des 10 dernières années n'est pas artificielle ni superficielle, c'est une croissance réelle. Quand vous avez la chance de visiter ce pays, vous voyez la transformation que ce pays connaît dans tous les domaines. Il n'y a aucune commune mesure entre Abidjan et Yaoundé et Douala réunis, sur aucun plan. Je veux m'arrêter là sur la comparaison entre deux pays pour dire que si le taux de croissance de la Côte d'Ivoire a toujours été très fort, entre 6 et 8%, parfois un peu plus, il faut savoir que sur des questions comme celle de l'emploi ou de la rémunération des travailleurs, aussi bien de la fonction publique que du secteur privé, notre retard est questionnable.
je ne vais plus en Afrique de l'Ouest chercher mes référents, je reste dans la zone, CEMAC, qui est la nôtre, oui, dans laquelle nous avons la réputation d'être le moteur. Oui. Le SMIC dans tous les pays qui nous entourent, à l'exception de la RCA, est au-dessus du double du SMIC du Cameroun. C'est vrai. Au-dessus du double du SMIC du Cameroun, dans tous les pays qui nous entourent. Pourtant, nous sommes la locomotive économique de l'Afrique centrale. C'est dire quoi? C'est dire qu'avec un peu d'imagination, c'est ce qui nous manque. Nous pourrions d'abord remettre le SMIC au niveau minimum des autres pays de l'Afrique centrale et ainsi tirer en haut les revenus de l'ensemble de la population, et la population ayant davantage de revenus pourrait alors mieux créer des richesses pour les mieux redistribuer dans les secteurs sociaux, éducation, santé, emploi et autres. Donc, s'il y a toute une globalité de la réflexion sur le modèle économique qui nous amène à dire, avec un peu d'imagination, nous pouvons transformer le modèle économique du Cameroun. Alors, vous avez évoqué justement ce modèle économique-là avec un ancrage dans la résolution de la problématique du chômage en milieu jeune. Il y a un autre aspect qui justement interpelle les électeurs camerounais qui souhaitent certainement avoir une meilleure qualité en termes de soins de santé. Vous savez très bien, et c'est pas les scandales qui manquent sur la question, que justement parfois le Cameroun a quelques soucis avec la question sanitaire. Que propose le candidat Belbo Maïgari pour justement booster cette capacité sanitaire de notre pays? La première chose à faire, c'est de renforcer la formation et de produire et de mettre sur le marché médical plus de professionnels de santé, médecins et corps intermédiaires. Parce que ce qu'on appelle les déserts médicaux restent nombreux. Il y a de nombreuses zones au Cameroun où on ne rencontre pas de médecins. Ça, c'est pour la couverture sanitaire nationale. Oui. Mais déjà au niveau des grands centres, les plateaux techniques restent faibles. Et pour construire un plateau technique, on a besoin d'une part de médecins et de personnel annexe bien formés et d'autre part des équipements de pointe. Pour la formation, je viens d'en parler, il faut davantage former de médecins. Ceux qui sont là sont déjà bien formés, ils connaissent le travail, ils sont professionnels. Pour les plateaux techniques, c'est uniquement une question d'équipement. Les acquérir, là où ils se trouvent, de qualité et bon marché. Nos plateaux techniques restent faibles parce qu'on ne veut pas investir sur les plateaux techniques. C'est les deux éléments de la balance, les professionnels et le plateau technique. Alors, la question pourrait paraître périphérique, mais elle a justement un point d'orgue dans la question, dans les politiques sanitaires. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce que le candidat Belbo Maïgari fait pour retenir les presque 5000 médecins camerounais qui sortent chaque année et qui se retrouvent en Belgique, au Canada, en France, à soigner des ressortissants de ces pays-là, alors que vous-même, vous évoquez les déserts sanitaires dans notre pays, le Cameroun? Ça rentre justement dans la politique globale qu'il faut mettre en place, donner aux médecins formés une attractivité qui les amène à rester. Ça passe par les plateaux techniques, ça passe par les rémunérations. Si un médecin formé localement ou formé à l'extérieur qui souhaite revenir chez lui trouve de bons revenus et un plateau technique confortable, il restera au Cameroun. Il restera au Cameroun parce que le patriotisme, l'amour du pays ne se compte pas. Quand on aime son pays, on a envie de rester pour autant qu'on y trouve un bon revenu et de bonnes conditions de travail.
Vous avez évoqué le patriotisme et l'amour du pays qui ne se mesurerait pas, mais on pourrait vous dire aussi que c'est pas le patriotisme qui fait bouillir la marmite et que les Camerounais s'interrogent sur justement les options que le candidat Belouba met en avant pour faire évoluer leur qualité de vie. Lorsque l'on sait justement que les denrées de première nécessité sont assez chères sur le marché, on ne va pas revenir sur les prix du riz, sur les prix du poisson, malgré quelques efforts qui sont faits par le gouvernement en place. Qu'est-ce que le candidat propose pour que justement un médecin qui ne veut pas aller en Belgique puisse nourrir sa famille de façon décente en restant patriote et en servant son pays, le Cameroun? Je viens de vous donner un début de réponse. Il lui faut des revenus décents. Oui. À partir du moment où on fait remonter l'ensemble de la hiérarchie des rémunérations, en commençant par doubler au minimum le SMIC, ça suppose que tous les salaires vont suivre le mouvement. Je crois que c'est mécanique. Vous ne pouvez pas doubler le SMIC et laisser stagner les autres revenus, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc la question du revenu est importante. Il faut commencer par débloquer le salaire minimum et étaler ensuite les autres rémunérations. Alors, la question des ressources n'est pas abordée par le candidat, c'est-à-dire pour que justement il y ait une abondance sur le marché camerounais, peut-être il faudrait aller vers une amélioration de la production locale. Lorsque l'on sait par exemple que le riz produit au Cameroun n'est pas suffisant pour le marché camerounais, et que nous sommes envahis par une production extérieure, est-ce que, ne serait-ce que sur cet aspect de la consommation locale, il n'y a pas une politique, une stratégie globale mise en avant par le candidat pour booster la production locale, pour justement nourrir les Camerounais avec des ingrédients made in Cameroun? C'est ce que le candidat Bello appelle renforcer, améliorer la productivité. Aujourd'hui, les conditions de produire, pour ne parler que du secteur agricole, sont très basses. On a entendu il y a quelques années qu'il y avait des tracteurs qui étaient achetés, qui sont morts quelque part dans une plantation. Et pourtant, c'était le basique. Le candidat Bello souhaite aller beaucoup plus loin que ce schéma de base qui n'a pas démarré pour industrialiser le secteur agricole. Oui. Par une machinisation importante du système de production. C'est ça qu'on appelle améliorer la productivité, c'est-à-dire avec une capacité identique, produire plus, produire mieux. Cela est nécessaire pour les denrées de base que vous avez évoquées, mais également sur les produits agroalimentaires. Il faut développer un tissu agroalimentaire important qui va permettre de réduire la capacité d'importation du pays parce que la production locale aura été suffisante et à un coût compétitif pour dissuader les importations. La question du riz que vous évoquez est un bon exemple parce que on continue d'importer le riz pour deux raisons. Parce que la production locale est insuffisante et parce que ce qu'on produit localement reste supérieur en prix par rapport aux mêmes produits importés. Donc, il faut inverser la démarche, produire plus et vendre moins cher. Alors, vous évoquez la problématique de la production locale qui devrait être boostée, mais les agriculteurs, parfois, se disent pas très accompagnés. Et justement, dans cette initiative, une production qui viserait justement à conduire le Cameroun vers une espèce d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que, à ce niveau-là, le candidat parle aux agriculteurs qui nous regardent pour justement essayer de leur faire comprendre qu'il y a, avec son projet, des éléments sur lesquels on pourrait assister à un véritable boom agro-pastoral au Cameroun? Plus de la moitié des zones visitées par le candidat Bello au cours des 3 dernières semaines concernaient les zones rurales. Oui. Il est passé très rapidement à Yaoundé et Douala. Il a davantage insisté dans ses visites pour toucher du doigt les questions au plus près des populations rurales. Et à chacun de ces arrêts et à chacun de ces discours, il prodiguait une solution aux problèmes des agriculteurs.
puisque nos zones rurales vivent principalement de l'agriculture. C'est dire l'importance que le candidat Bello accorde à l'agriculture, et c'est, compte tenu de la structure de la population camerounaise, un support, un substrat essentiel, un levier principal du développement. Alors, on sort un tout petit peu des questions agricoles. On interroge un autre aspect de la vie publique qui parle abondamment aux Camerounais. Le candidat Bello, de mémoire de journaliste, a une réputation d'homme d'État, d'homme intègre, ce qui n'a pas souvent été parfois aussi le cas de ses ex-collègues du gouvernement. Les questions de gouvernance sont abondamment évoquées ici et là lorsque l'on évoque la présidentielle au Cameroun. D'abord, revenons sur un aspect qui abondamment fait réagir, les questions liées au détournement, les questions liées à la corruption. On sait, et ce sont les chiffres justement de la CONAC qui nous renseignent sur l'importance du fléau. On parle de 2022, on évoque justement un chiffre de 4 milliards de francs CFA détournés, chiffre CONAC. 2023, on est à 114 milliards justement détourné, chiffre CONAC. 2024, on revient à 4 milliards. Ça veut dire quand même que, même s'il y a eu cette régression, la question de la gouvernance reste une question importante au Cameroun. Comment est-ce que le candidat Bello, quelles sont les stratégies qu'il mettra en avant pour endiguer ces véritables freins au développement et à l'expansion économique du Cameroun? La question que vous posez renvoie principalement à la question de la corruption. Oui. Vous savez que le bâtonnier Akerimuna, candidat qui a rejoint et qui soutient le candidat Bello, a dans tous ses discours, et surtout lorsqu'il était encore candidat plein, et lorsqu'on lui demandait quel serait son premier chantier s'il est élu président de la République, il parlait invariablement de la lutte contre la corruption. Vous imaginez bien qu'il n'a pas rejoint le candidat Bello sans s'assurer que le Bello avait été sur la même longueur d'onde que lui sur la priorité à accorder à la lutte contre la corruption. Il a eu cette assurance directement et par le contenu de son programme. Quand vous lisez le programme, vous voyez que la lutte contre la corruption est en bonne place. Pour lutter contre la corruption, il faut commencer par mettre en place les institutions capables d'endiguer la corruption. Le candidat Bello pense à deux institutions. D'abord, réformer la CONAC, la Commission nationale anticorruption. Oui. Dans la plupart des pays qui luttent réellement contre la corruption, l'institution en charge de la lutte contre la corruption procède d'une loi. Dans d'autres pays, elle procède de la Constitution. Au Cameroun, la CONAC procède d'un décret. C'est dire l'importance qu'on accorde à cette question dans ce pays. On ramène une institution aussi importante au rang de décret. Alors, la première chose à faire donc, oui, c'est de légaliser la CONAC en adoptant une loi qui réorganise l'institution et qui lui donne les vrais pouvoirs pour lutter contre la corruption. Aujourd'hui, la corruption se contente, comme vous l'avez remarqué, de faire des rapports, oui, qui indiquent le montant des sommes détournées chaque année. Ça s'arrête là, ses prérogatives. Il faut donner à cette institution, dont le nom pourrait changer, de réels pouvoirs de transférer automatiquement, dès qu'elle le décide, les cas saisis devant les juridictions compétentes. Donc vous lui ajoutez un caractère coercitif? Pas coercitif, le pouvoir de saisir la justice sur les cas identifiés. Aujourd'hui, la CONAC ne peut pas cela. La deuxième réforme qui est importante de signaler dans ce domaine, c'est les institutions qui répriment la corruption. Savez-vous que le Cameroun a librement signé une directive de la CEMAC qui demande à tous les États de la CEMAC d'instituer une cour des comptes, oui, dans leur pays. La plupart des pays d'Afrique centrale ont transformé leur structure interne en cour des comptes. Le Cameroun reste le seul qui se refuse à donner son indépendance à la Chambre des comptes. Il était donc important de réformer la Constitution sur d'autres chantiers concernant la lutte contre la corruption, de transformer rapidement la Chambre des comptes de la Cour suprême en Cour des comptes pour lui donner
toute l'indépendance, toute l'autonomie et toutes les marges de manœuvre pour réprimer très rapidement les cas de corruption que lui transférait l'instance de lutte contre la corruption. Vous voyez, il s'agit là de deux réformes importantes qui sont contextuellement logiques et qui permettent de lutter efficacement contre la corruption. Merci, monsieur le sénateur mandataire du candidat Bello Bouba Maïgari. On va essayer d'avancer dans la réflexion et dans les propositions qui sont celles de votre candidat. Il y a un autre aspect, au-delà de la corruption, qui nuit quelquefois à l'image de notre pays, le Cameroun. On va parler là, justement, de la diaspora. On a vu parfois une diaspora assez explosive, permettez-moi l'expression, qui justement crie son ras-le-bol, qui saccage des ambassades, qui s'interroge et voudrait participer à la vie et surtout aux orientations politiques dans notre pays, le Cameroun. Quelles sont les offres du candidat Bello pour cette diaspora-là? Et on va essayer de contextualiser avec justement en 2018 ce saccage d'ambassade que certainement vous avez pu observer, qui se justifiait selon certains par le fait que la diaspora n'ait pas un droit de vote, qu'elle ne puisse pas exprimer ses orientations politiques. Est-ce que le candidat Bello justement a une réponse à ces fils du Cameroun qui justement crient hors de nos frontières? Il y a trois propositions que le candidat Bello fait pour la diaspora, parmi d'autres. Hein. Oui. Mais les trois sur lesquelles je voudrais m'attarder sont les suivantes. La première, c'est lui offrir la double nationalité. Elle le réclame depuis des dizaines d'années. On la lui a promise il y a un temps, mais apparemment sa réalisation a dû échapper à son auteur. Pourtant, il n'était pas tenu de faire cette promesse. Le candidat Bello, une fois élu président de la République, va immédiatement changer la loi pour inclure dans le code de nationalité la possibilité d'une double nationalité pour ceux qui le souhaitent. Cela va libérer l'énergie de nos compatriotes qui sont frustrés parce qu'ils ont choisi à certains moments de chercher fortune ou meilleure vie ailleurs, mais comme de toutes les manières ils ont toujours la fibre patriotique. On leur a dit, comme vous avez choisi notre nationalité, vous avez perdu la vôtre, la première. Ce n'est pas normal. Vous comprenez les décisions qui ont amené à ce qu'il y ait cette orientation politique, puisqu'elles sont quand même inhérentes à un contexte. On parle des années 60 avec une diaspora assez intellectualisée qui prenait position sur des aspects inhérents à la vie politique du pays, avec les intellectuels upécistes, marxistes qui, justement, étaient, pour la plupart des cas, contre le pouvoir en place. Il vous aura pas échappé que les années 60 sont un peu loin derrière nous. Bien, je pense qu'il faut travailler avec notre temps. Ça fait 20, 30 ans que cette demande de la diaspora est récurrente. Il faut la lui donner. Pas simplement pour lui faire plaisir, parce que les retombées pour le Cameroun sont énormes. Cela fait partie de notre plan de mobilisation de ressources. C'est pour cela que j'en arrive à la deuxième possibilité. Allez-y. La diaspora elle-même propose cette solution, créer une banque de la diaspora, pour s'assurer que les revenus qu'elle transfère au Cameroun sont sécurisés, gérés par elles-mêmes et permettent alors d'avoir un volant, une transformation, d'injecter ces ressources dans l'économie par leur propre volonté. Il n'y a pas une autre façon. Si vous demandez à un membre de la diaspora, envoyez au Cameroun 5 milliards pour un projet, s'ils ne viennent pas eux-mêmes s'installer pour gérer le projet, il sera détourné le projet. La bonne solution, c'est de créer une banque de la diaspora, gérée par des membres de la diaspora qui accepteraient de venir gérer leur banque, et ils sont compétents pour cela. Beaucoup d'entre eux travaillent dans des grandes banques internationales. Tout à fait. Donc, si la diaspora sait que leur banque, la diaspora installée au Cameroun, est gérée par les leurs, ils seront motivés à bloc pour transférer les fonds dans cette banque. Et les projets qui seraient financés pourraient booster l'économie d'au moins de 10% par rapport à la production intérieure brute. Le troisième champ où la diaspora devrait être intéressée,
c'est le droit de vote pour les élections parlementaires. Dans de nombreux pays, les citoyens qui sont établis à l'étranger ont des élus qui représentent les différentes régions du monde. Il est important que nous ayons dans notre Parlement des élus qui représentent les Camerounais de l'étranger. Vous souhaitez les intégrer dans cet hémicycle? Bien sûr, c'est ce que d'autres nations font, et cela permet à ces Camerounais de l'étranger de se sentir représentés, de se sentir concernés par ce qui se passe au Cameroun. Le Parlement ayant dans ses missions constitutionnelles le pouvoir de contrôler le gouvernement, la diaspora saurait qu'elle a des représentants capables de contrôler ce que le gouvernement fait. Oui. C'est un moment important de la vie d'un citoyen, surtout lorsqu'il vit à l'étranger. Dans le même ordre d'idée, vous savez, lorsque Elecam publie les statistiques des Camerounais inscrits sur les listes électorales, une très faible proportion est celle de l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour un Camerounais, prenons le cas de la France, que chacun peut peut-être connaître mieux, qui réside à Bordeaux, oui, d'aller voter à Paris ou à Marseille. Tous les Camerounais qui sont loin des centres de vote n'iront jamais voter. Sur les, les 20 000 Camerounais qui y a en France, il n'y en a pas 2 000 qui vont voter. 2326 pour être précis, bien, qui sont inscrits régulièrement selon les chiffres. Les autres veulent bien s'inscrire, mais ils se disent, je m'inscris, j'irai voter où? Je vais faire 500 km pour aller au bureau de vote, 500 km pour partir, 500 km pour revenir, cela décourage. Il faut créer les conditions pour que les Camerounais étrangers aient un accès plus facilité au vote. Merci, monsieur le sénateur Pierre Flambeau-Ngaya, pour toutes ces explications du projet du candidat Bello Bouba Maïgari. Nous allons prendre un break et nous serons rejoints dans quelques minutes par Nadège Youguen qui, justement, va nous retranscrire les questions des internautes. On prend le break et on revient tout de suite après. Retour sur le plateau d'Avoue la parole. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité prestige de la soirée. Nous sommes en compagnie du mandataire du candidat à l'élection présidentielle 2025. Je parle là de Bello Bouba Maïgari pour le compte de l'UNDP. Et nous avons été rejoints, comme annoncé par Nadège Youguen, qui justement va relayer ici et maintenant les questions des internautes qui, vous le savez, bien évidemment, sont nombreuses en cette soirée. Bonsoir Nadège. Bonsoir Stéphane. Alors, comment tu vas? Très bien, merci. Je sais que ça a beaucoup crépité sur nos différentes plateformes. Je te laisse donc en compagnie du sénateur Pierre Flambeau-Ngaya. Bonsoir sénateur Pierre Flambeau-Ngaya et bienvenue chez vous. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, dans vous aussi? Très bien. Parfait. Très bien. Alors, dans cette deuxième partie, vous devez apprécier les questions proposées par les internautes. On peut y aller. Alors, sénateur, il se dit que certains militants du PCRN militent, non, de l'UNDP militent pour le parti au pouvoir. Que répondez-vous à cela? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Aucun. Aucun militant de l'UNDP ne milite pour le RDPC. Aucun.
Je suis secrétaire général de l'UNDP, je tiens le fichier de la quasi-totalité des militants. Je n'ai pas connaissance d'un militant qui militerait dans un autre parti. Existe-t-il véritablement une rupture entre l'UNDP et le RDPC? C'est quoi la rupture? Il faut préciser la rupture. La rupture par rapport à la candidature de M. Bello Bouba Maïgari. Est-ce qu'il y a une division entre l'UNDP et le RDPC? Lorsque une personnalité décide d'aller à l'élection présidentielle, c'est qu'il se sent la liberté de s'exprimer, de parler au peuple pour demander sa légitimité et ses suffrages. Aujourd'hui, le candidat Bello est face au peuple. Il est seul face au peuple. Il ne regarde pas derrière lui. D'accord. À 48 heures de l'élection présidentielle, comment vous sentez-vous? Demandez comment se sent le candidat Bello. Moi, je ne suis que son Le parti, bien sûr. Comment vous vous sentez? Le parti? Oui. Le parti, à 48 heures. Le parti s'est mobilisé depuis plusieurs mois pour soutenir son candidat. Partout dans le pays, il y a une mobilisation exceptionnelle. Les meetings, vous avez les images. J'espère que vous avez les images de ce jour où, coup sur coup, il a été à Maroua, puis à Garoua, où il a rempli les espaces dédiés comme aucun autre candidat. Je dis bien comme aucun autre candidat. Maroua et Garoua. Sénateur, on a vu les images de Garoua. Certaines personnes parlent même des images montées. Ah oui, est-ce qu'il y a eu du fake? Ça c'est bien. C'est tellement monstre qu'on croit que c'est du montage. Je crois que peut-être que dans la population, on peut penser à un montage, mais vous qui êtes du métier, vous savez que c'est authentique. Les images qui circulent sont les images de cet après-midi à Garoua. Je ne sais pas si on peut monter en quelques minutes une foule avec des images factuelles où l'UPC qui nous a rejoints il y a une dizaine de jours était représenté par sa présidente. Je ne sais pas comment on peut faire des montages en montrant le président Bello à côté de la présidente de l'UPC qui, il y a 10 jours encore, ne s'était pas engagée. Donc ça ne peut pas être un montage, madame. D'accord. Est-ce que l'UNDP sera représenté dans les 10 régions du Cameroun? Est-ce que vous serez représenté? L'UNDP est représenté dans les 31 600 bureaux de vote. Dans les 31 600 bureaux de vote. Cet après-midi encore, mes camarades et moi, nous faisions la comptabilisation des arrondissements dans lesquels nous avons présenté des listes de représentants dans les bureaux de vote. Nous serons présents dans tous les bureaux de vote. D'accord. Faites-vous confiance à vos alliés? Ah oui, totalement, totalement. Je pense que c'est eux qui sont les champions de cette campagne parce qu'ils ont décidé librement, avec l'accord de leur base, de nous rejoindre. Nous faisons une campagne ensemble, à certains moments, dans les zones où ils ont une capacité de pénétration plus importante, ils y vont avec leur soutien, pendant que le candidat Bello est dans d'autres zones. Il y a un partage du territoire qu'aucun autre candidat naturellement ne peut, puisqu'aucun autre candidat n'a des alliés candidats, anciens candidats, qui montrent qu'on se partage le territoire pour couvrir l'ensemble du périmètre électoral dans les 15 jours assez courts de la campagne. Sénateur, il se dit que vous avez rencontré des difficultés sur le terrain lors de la campagne, lancement de la campagne. Que répondez-vous? Non. Les chimistes appellent ça les ersatz, c'est-à-dire des phénomènes marginaux. Lorsque dans une localité, Menganga pour ne pas la nommer, le sous-préfet empêche la caravane du président d'entrer dans cette localité et que les militants furieux portent sa voiture lui-même dedans pour mettre au bas-côté de la route, je ne sais pas qui est en difficulté dans ces conditions-là. C'est pas l'UNDP, c'est le sous-préfet. On vous avait porté dans une voiture pour vous mettre au bas-côté de la portée, la voiture était soulevée.
Bien, donc nous, on n'a pas un problème. Même lorsque nous avons été interdits d'entrer dans la région du Sud, on a pris l'opinion nationale et internationale à témoin pour montrer que dans un pays où le principe constitutionnel de la libre circulation des personnes est garanti, il y a encore des sous-préfets, des préfets et des gouverneurs qui interdisent l'accès dans une région à un candidat et qui ne l'autorisent pas à se déployer dans cette partie du territoire. Je pense qu'ils ont été mal inspirés, parce que si le candidat Bello faisait son meeting normalement à Ebolova à cette période-là, ça aurait été un meeting comme les autres, pour lui et pour les autres candidats. Le fait qu'ils aient posé cet acte a amplifié 1000 fois l'audience de Bello pendant cette période. Donc il faudrait qu'ils réfléchissent un peu à l'opportunité de leurs actes. Et comment entrevoyez-vous la suite de la campagne? La campagne tire à sa fin. Le candidat lui-même a clôturé sa propre campagne aujourd'hui par un grand meeting à Maroua, un deuxième à Garoua. Demain, les autres relais dans les autres régions continuent la campagne. Lui-même, demain, il va continuer à travailler, à rencontrer des personnes, à marcher dans les rues de Garoua où il va voter dimanche. Mais la campagne continue, on arrive à la fin, nous pensons avoir couvert largement les 10 régions. Et puis, au sortir, si votre candidat est élu président de la République, allez-vous féliciter vos adversaires? Déjà, je pense que si notre candidat est élu, c'est la moindre des choses que de remercier d'abord le peuple qui l'aura élu, ensuite de non seulement remercier et féliciter les adversaires d'avoir participé à une compétition que nous souhaitons libre et démocratique, mais continuer dans son état d'esprit habituel à tendre la main à tous pour que nous travaillions tous ensemble. Je pense que cette démarche-là, elle est exceptionnelle, elle est unique. Le candidat Bello n'a pas d'adversaire, il compte travailler avec tout le monde. Vous l'avez demandé tout à l'heure si nous travaillerions avec le RDPC. Je vous ai répondu, nous travaillerons avec toutes les forces politiques qui souhaitent travailler avec nous. Sénateur Pierre Flambeau-Gayave, merci d'avoir répondu aux questions proposées par les internautes. C'était un plaisir. Merci Nadège Yougeng pour cet échange assez riche et dense avec notre invité du soir. On va juste vous permettre de repartir vers nos studios et nous on va revenir tout de suite après pour poursuivre avec l'invité, le sénateur Pierre Flambeau-Gayave. Retour sur le plateau, d'Avoue la parole. Nous poursuivons notre odyssée sur les détails justement du projet de société que propose le candidat Bello Bouba Maïgari. Pendant votre interlude avec Nadège Yougeng, nous avons aussi été saisis, nous, par justement un téléspectateur qui écrivait de la région du Nord. Bon, on ne va pas s'appesantir de façon spécifique sur sa région, mais ce qu'il mettait en avant, c'est la réconciliation. Quelle est la perception du candidat Bello Bouba sur les événements du 6 avril 82? Est-ce qu'il s'inscrit dans la continuité ou alors pour lui c'est un moment marquant de l'histoire du Cameroun et voudrait justement amplifier ce processus de réconciliation? Lorsque le président Bello prendra la charge de chef de l'État, il prendra des premières mesures, je dirais pas uniquement symboliques,
mais qui vont dans le sens de la réconciliation nationale. Oui. Certaines mesures seront immédiates, d'autres nécessiteront des rencontres, des débats préalables et même des votes. Les mesures symboliques qui visent la réconciliation nationale sera d'abord de rapatrier les restes de l'ancien président de la République. Ici est engagé formellement. Il a fait une déclaration forte à ce sujet lors de sa première conférence de presse au lendemain de la confirmation de sa candidature. Il fera rentrer au Cameroun les restes du premier président de la République. Pour qu'il n'y ait pas un sentiment de régionalisme dans cette démarche, dans le même temps, il s'est engagé à réhabiliter la mémoire des héros de l'indépendance du Cameroun en remontant même jusqu'aux héros de la lutte contre l'impérialisme. Donc, c'est dire qu'il y a un mouvement global de réconciliation qu'il va mettre en œuvre pour que les Camerounais, aussi bien ceux qui sont décédés, mais dont la descendance continue de se demander si la mémoire de leurs parents a été réhabilitée, pour que le Cameroun soit de nouveau uni. Ça, c'est la première mesure purement symbolique, mais qui est importante à prendre, qui n'a pas besoin de dispositifs particuliers. Cela suppose que dans le mouvement de réconciliation, Oui. des mémoriels soient édifiés pour cristalliser définitivement cette réconciliation. À titre d'exemple, on pourra construire des musées en la mémoire de tous les héros, ce qu'on appelle ailleurs des panthéons. Oui. On pourra construire des statues à l'effigie de ces héros pour que de manière immortelle, cette réconciliation soit visible pour tous ceux qui passent à côté de ces édifices ou de ces monuments. On pourrait même, là maintenant, il dépendra du président de la République de décider cela, peut-être créer une journée de souvenirs qui serait célébrée chaque année. Cela existe dans beaucoup de pays. Tout à fait. Je pense que ce serait une bonne initiative que cette idée soit concrétisée. Donc ça, c'est des symboles importants qui n'ont pas besoin de dispositifs juridiques préalables. Sur le plan des autres mécanismes de réconciliation, la grosse question aujourd'hui, la grosse affaire, c'est la crise anglophone. Oui, c'est justement le dernier pan sur lequel j'aurais souhaité qu'on s'apesantisse. Et merci de me mettre le pied à l'étrier, monsieur le sénateur. Alors, on va d'abord justement rester sur les symboles, puisque vous avez été rejoint dans la dynamique qui est la vôtre par le bâtonnier Akere Mouna, qui est originaire de ces régions-là. Est-ce qu'avec lui, il y a véritablement un ancrage ou alors un référent qui amène à ce que l'on puisse penser que justement il y a un pan important du projet de société du candidat Bello Maïgari qui s'appesantit sur la résolution de façon efficiente et définitive de la crise anglophone. Vous aurez remarqué, et c'est cela qui justifie cette coalition spéciale que nous appelons coalition gagnante. Le bâtonnier Akere Mouna est originaire de la région du Nord-Ouest. Et j'ai indiqué qu'il avait en tête de son programme personnel la lutte contre la corruption. Oui. Mais dans son programme, il y a naturellement la question de la crise anglophone, puisqu'il est originaire de la région qui est meurtrie depuis 9 ans par cette crise. Il est évident que si le candidat Bello n'avait pas la crise anglophone en tête de ses priorités, le bâtonnier n'aurait pas rejoint cette coalition. Le candidat Ateki Caston est lui aussi originaire de la région de l'extrême nord. Mais il est investi par le PAL, dont nous connaissons que l'ancrage populaire est dans la région du centre. Tout à fait. Vous voyez tout de suite la configuration de cette coalition. Un candidat originaire du Grand Nord, des alliés ex-candidats originaires des régions anglophones, un soubassement populaire dans la région du centre. Voilà le Cameroun
autour du candidat Bello. Ça, ce n'est pas les discours, c'est les faits que chacun peut observer. Il n'y a pas un candidat qui a réussi cette synthèse-là, qui montre que autour de lui, il y a déjà le Cameroun. Et en filigrane, la réconciliation. Sur la réconciliation, les projets du candidat Bello sont connus. Et ce sont ces projets qui ont valu la sympathie et l'adhésion et le soutien des candidats à Kirimuna et à Teki Kaston. C'est la nécessité de remettre sur le métier le dialogue national inclusif. L'interrompu. J'ai dit remettre sur le métier, c'est-à-dire reconstituer un dialogue qui, lui, est inclusif. Oui. Un ancien dialogue qui a été institué, c'est terminé. Les auteurs de ce dialogue ont dit que les conclusions étaient bonnes. 6 ans après, la crise est-elle résolue? Elle perdure. Bien. Ce n'est donc faire insulte à personne que de dire que la crise anglophone n'a pas été résolue par le premier dialogue national. C'est un constat que chacun fait. Pendant ce temps, de nombreux compatriotes ont continué de mourir des deux camps, aussi bien du côté des forces de l'ordre, des forces de défense, des responsables civils qui travaillent pour l'État notamment, les enseignants, les médecins, les fonctionnaires, de tous autres. Et dans les populations qui y vivent en permanence, beaucoup sont décédés. Donc la mort continue de sévir dans cette région du pays. Il faut arrêter cela par un vrai dialogue inclusif. Inclusif veut dire associer au dialogue toutes les parties prenantes. Ce n'était pas le cas lors de la première édition. Naturellement, la première chose qu'il faut faire pour rendre ce dialogue inclusif, c'est sortir de prison tous ces compatriotes qui y ont été jetés parce qu'elles ont demandé à ce qu'on les écoute. Beaucoup d'entre ces personnes n'ont pas de sang sur les mains. On les appelle des prisonniers d'opinion. Il faut les sortir de là pour qu'ils viennent à la table du dialogue. D'autres sont à l'étranger. Pendant le premier dialogue, de nombreux compatriotes à l'étranger ont refusé de venir parce que leur sécurité n'était pas assurée, garantie. Il faut les rassurer, il faut leur donner la garantie que leur place est dans ce dialogue. Naturellement, pour ceux qui vivent au Cameroun, que ce soit les anglophones, les francophones, s'ils ont des idées à apporter, ils seront partis dans ce dialogue inclusif. C'est ce dialogue inclusif qui va ramener la paix dans cette région du pays. Merci, monsieur le sénateur Pierre Flambeau-Ngayab. Il nous reste très peu de temps. On va donc vous donner la possibilité d'avoir un mot de la fin. Vous pouvez y mettre le contenu que vous voulez, un mot à vos électeurs, un mot à vos alliés, un mot justement aux tenants du pouvoir, un mot peut-être aux Camerounais tout simplement. Merci de me donner l'opportunité de m'adresser au nom du candidat Bello Bouba Maïgari aux Camerounais. Avec humilité, je représente ici le candidat Bello Bouba Maïgari qui continue à sillonner le pays depuis 3 semaines, depuis même plus longtemps. Il a fait le tour des 10 régions et de plus d'une trentaine de départements. Il vous a écouté, il a senti et compris vos problèmes. Il a décidé de s'adresser à vous pour solliciter vos suffrages, parce qu'il a estimé que le temps était venu de vous offrir autre chose, après vous avoir écouté, après avoir vu ce que vous vivez au quotidien. Son message est celui de la réconciliation nationale.
Son message est celui de la transformation du Cameroun. Une transformation qui passe par la restructuration de l'ensemble des secteurs de notre pays, à commencer par les infrastructures routières et énergétiques, et donner l'eau potable à tous les Camerounais. Les jeunes, nous en avons parlé, sont au cœur de son programme. Il se propose de créer, pendant son mandat, 5 millions d'emplois pour les jeunes. La productivité est importante, c'est-à-dire produire mieux, produire plus, d'abord pour nourrir les populations camerounaises et ensuite pour exporter. Avec les revenus de cette productivité améliorée, notre système de santé, notre système éducatif seront renforcés et modernisés. La question de la réconciliation et du développement sont au cœur du programme du candidat Bello. C'est un homme d'expérience, un homme d'État, qui a, au cours des 30 dernières années, montré ses capacités à diriger un État. C'est le seul aujourd'hui qui vous propose autre chose, assis sur cette expérience et sur cette capacité d'homme d'État. Faites-lui confiance dimanche prochain. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, sénateur Pierre Flambeau Ngaya, le secrétaire général de l'UNDP, mandataire du candidat Bello Bouba Magari, d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la grosse équipe de production d'Avoue la parole. On va vous souhaiter une bonne fin de campagne et peut-être la victoire dimanche prochain. Vous dites peut-être, vous n'êtes pas sûr? Bon, moi, je n'ai pas à être sûr. Nous, on est sûr de gagner dimanche. Merci, monsieur le sénateur. Merci à vous qui nous avez suivis de par le monde. Vos nombreuses réactions prouvent l'intérêt que vous portez à ce programme. Retrouvons-nous très certainement lors de prochaines éditions, toujours en compagnie de ceux qui font l'actualité et qui font bouger le Cameroun. Bien le bonsoir.